La femme assise en face de moi est romancière, essayiste et scénariste. C'est aussi une fille, une épouse et une mère. Mais la femme assise en face de moi, c'est surtout et d'abord une femme engagée, courageuse et habitée. Depuis plus de 20 ans, elle raconte la complexité des hommes avec un grand H. Elle dénonce les silences lourds, elle défend des combats justes mais assez solitaires. Elle écrit ce qu'on voudrait souvent taire et elle ne recule pas. Alors elle est là, un peu en retard certes, mais assez élégante, surtout pour quelqu'un qui va nager ensuite. Oui, je sais tout. Pantalon fleuri, veste noire, t-shirt noir, quelques bijoux, très discret. Son visage est calme, sa voix est plutôt douce, elle est souriante. Mais ce qu'elle porte en elle, ce qu'elle dit, ce qu'elle dénonce, c'est souvent violent, c'est souvent tragique. Elle écrit pour les absents, pour ceux qu'on a tenté d'effacer. Et moi, ça me bouleverse vraiment. Bonjour Émilie Frêche et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Tant qu'il y aura des femmes. Vous allez me faire pleurer tout de suite. Déjà ? Merci pour ces compliments. Merci beaucoup. Vous pleurez facilement ? Très facilement. Ah ouais ? Ouais. C'est quand la dernière fois que vous avez pleuré ? Oh, je sais pas, mais c'est très régulièrement, ouais. Très régulièrement. Vous pleurez de tristesse, de fatigue, de lassitude ou d'émotion ? Beaucoup de choses déclenchent mon émotion. Ça peut être un livre, un tableau, un discours politique. Voilà, plein de choses. Bon, alors l'idée, c'était pas de vous faire pleurer. Comment allez-vous, Émilie ? Pour de vrai ? Pour de vrai, ouais. J'essaye de tenir la barre dans ce monde qui devient fou. Voilà, que je trouve hyper violent. Vous trouvez qu'il devient fou ou c'est juste qu'on le note plus qu'il est fou ? Est-ce que le monde a vraiment tant changé que ça ? Est-ce qu'il est vraiment beaucoup plus violent qu'au temps des croisades ? Est-ce qu'il est vraiment... Mais c'est une question sincère que je pose. Hein. En tout cas, il est plus violent qu'au temps de mon enfance, de mon adolescence. Il y a eu comme une parenthèse enchantée, quoi. En tout cas, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas cette accélération du temps et de l'information et de l'hyperconnexion qui nous épuise, en fait. Je crois que c'est ça. Et donc, régulièrement, il y a cette tentation de se mettre à l'abri du bruit du monde juste pour souffler un peu. Et j'ai l'impression que c'est assez commun, en tout cas dans les gens qui m'entourent. C'est une réflexion qu'on se pose régulièrement. Où on peut aller se poser, où on peut aller souffler. Et ou alors, où est-ce qu'on peut le faire ? Je suis très, très preneuse d'un tips. Moi, je trouve beaucoup de souffle dans la nature. Voilà. Beaucoup de souffle auprès des gens que j'aime. Voilà, je crois au circuit court, c'est-à-dire faire du bien autour de soi, se faire du bien avec les gens qu'on aime. Je crois que c'est assez essentiel parce que c'est vrai qu'on est dans une espèce de frustration, d'avoir tout le temps envie de changer le monde et d'avoir ce sentiment d'impuissance politique, d'impuissance sur l'écologie, d'impuissance sur beaucoup de combats. Et c'est vrai que de se recentrer un moment sur là où on peut agir, concrètement, ça fait du bien, en fait. Un sentiment d'impuissance qui nous saisit. Nous sommes nombreux à être saisis par ce sentiment, mais nous ne sommes pas nombreux comme vous à continuer pour autant le combat. Vous ne vous êtes pas lassés. On va revenir sur tous les combats que vous défendez depuis Ilan Halimi jusqu'à Samuel Paty plus récemment. On va revenir sur tout ça, mais jamais vous vous dites « Ok, en fait, je vais laisser tomber, je vais faire autre chose. Je vais me mettre au tricot, je vais faire des fromages de chèvre, je vais ouvrir un magasin de fleurs. » Mais je me rends pas compte de cet engagement. Je suis très sincère. Au moment où je m'engage, ça répond tellement à une nécessité qui est liée à la nécessité d'écrire que je le vis pas comme un espèce de don de moi. J'y trouve aussi ma part d'excitation, d'excitation intellectuelle, d'adrénaline aussi. Je veux dire, les gens qui s'engagent, ils le font aussi d'abord pour eux. J'ai fait un film là-dessus qui s'appelle Les Engagés, et le personnage principal, d'ailleurs, il fait plein de conneries, mais il est mu par quelque chose qui relève du désir, avant tout. Donc, j'ai pas vraiment le sentiment de me tuer à la tâche. C'est plutôt dans le temps d'après, quand je regarde ce que j'ai pu faire, le temps que j'ai pu donner, les textes que j'ai pu écrire, et le résultat, je me dis effectivement, merde, tout ça a servi à rien, et de manière collective. Je suis évidemment pas du tout seule, on est plein à essayer de faire bouger les lignes, et c'est vrai qu'on a un peu le sentiment d'écumer la mer avec une petite cuillère. C'est joli comme image. Heureusement, ça n'est pas tout à fait vrai. Raconter la vie des autres, leur histoire souvent tragique, ça vous savez faire, mais parlez de vous. Est-ce que c'est un exercice auquel vous êtes habitué ? Est-ce que c'est un moment plaisant là qui vous attend ? Ou est-ce que vous vous dites « Allez, ok, vas-y, je serre les dents, mais j'en ai pour une heure un peu contraignante ». Non, je serre pas les dents d'abord parce que je suis très contente d'échanger avec toi, vous.
Voilà, que c'est aussi dans un cadre très amical, que c'est hors promo, donc c'est aussi très libre. J'ai beaucoup écrit à partir de moi, pas sur moi. Et c'est ce que j'aime dans l'écriture, c'est reprendre le pouvoir sur quelque chose qui m'a fait du mal ou qui m'a mise en colère ou qui... Voilà, c'est pas tant me livrer qui me plaît que de reprendre le pouvoir. Ok, on va voir dans quelle mesure vous reprenez le pouvoir ici. Je suis prête à voir ça. Ce podcast s'appelle « Tant qu'il y aura des femmes ». Alors moi, j'aimerais bien connaître votre définition, Émilie Frèche, de ce que c'est que d'être une femme aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous définit en tant que femme ? Le premier mot qui me vient, c'est la liberté, cette possibilité d'être plein de choses à la fois. Vous m'avez d'abord définie comme une autrice, mais aussi comme une mère, une épouse, une femme engagée. Et c'est d'avoir la possibilité d'être tout cela, pas forcément à la fois, mais dans des temps différents, qui est assez génial en fait. C'est ça pour vous, être une femme ? C'est être plusieurs ? Oui. Exactement. C'est intéressant comme définition. Et c'est drôle parce que ça me fait penser à mon deuxième roman qui s'appelait Une femme normale et qui était un kaléidoscope, un portrait de femme vu par 30 personnes dans son entourage. Et évidemment, pas un des portraits ne ressemblait à l'autre et elle était une femme multiple. Voilà. Donc, qui sont les femmes qui vous ont inspiré ou qui vous ont servi de modèle justement dans cette pluralité-là ? C'est une question difficile, ça. Très difficile parce que j'ai pas eu de figure intime. J'ai plutôt l'impression de m'être construit contre, en fait. C'est pas simple de parler de ça, mais voilà, de m'être construite en opposition par rapport à un schéma familial qui était largement dans l'ordre de la soumission. Et donc, j'ai l'impression de m'être beaucoup inventée. J'ai pas envie de vous donner des figures assez clichés, voilà, je vais vous dire Simone de Beauvoir, Simone Veil, Gisèle Halimi, enfin voilà, je trouve que ce serait faux en fait. Mais vous auriez pu avoir une professeure de littérature ou une amie de votre mère ou une femme que vous voyez... J'ai deux professeurs de littérature qui ont vraiment changé ma destinée, je pense. Une première professeure de français... en 5e, qui m'a fait découvrir des textes. Je veux dire, moi, je suis issue d'une famille de commerçants qui n'étaient pas dépourvus de toute culture, mais qui n'étaient ni des artistes ni des intellectuels. Je n'ai pas été... personne ne m'a fait lire des romans, personne ne m'a amené dans les musées. Voilà, c'était pas cette culture-là. Voilà, j'allais aux puces, beaucoup. On aimait les revues de décoration, on aimait l'architecture, les grandes bouffes, les vacances, etc. Mais rien de l'ordre de la pensée réellement. Donc ça, je l'ai découvert avec des professeurs et surtout mademoiselle Collinet, ma prof de première, qui m'a, je crois, vraiment autorisée à me dire que je pouvais moi-même écrire et faire de ça ma vie, quoi. Voilà, raconter des histoires. Et ça a tout changé. Et alors, avec quelle femme vous aimeriez avoir rendez-vous à la sortie de cet entretien ? Waouh. Jeanne Campion. Ah ouais. Ouais. Vous auriez envie de parler de quoi avec elle ? De cinéma, de nature ? Ouais, de cinéma. De cinéma. Vous auriez une question précise à lui poser ? Sur sa sensibilité, en fait. Sur comment on transmet par l'image, par la direction d'acteurs, autant de sensibilité. Est-ce que vous avez le sentiment que les hommes et les femmes ne font pas du cinéma pour les mêmes raisons et dans le même sens ? Vous parlez des acteurs ou des réalisateurs ? Non, des réalisateurs et des réalisatrices. Je ne sais pas s'il y a un rapport genré à ça. Moi, je vous dis ça et je suis en train de préparer un film sur l'avortement, donc évidemment que ça contredit tout ce que... Mais en tout cas, dans la forme... Pas dans la forme, dans la nécessité de le faire. Est-ce que les hommes ont plus de place pour faire de l'art quand ils font du cinéma et les femmes, elles, ont plus une vision sociétale, une vision de dénonciation ? Vous faites un film sur l'avortement, là.
Vous faites pas un film sur une histoire d'amour, sur un truc, voilà, vous allez raconter quelque chose. Est-ce que vous avez l'impression que vous prenez un peu de hauteur sur ce métier, que vous faites aussi, que vous faites pas du cinéma comme vous l'auriez fait si vous étiez un homme? Mais je ne ferais rien comme si j'étais un homme. Je fais tout comme si j'étais une femme. Et on parlait de pouvoir, c'est aussi l'histoire de le gagner tout le temps, partout, à chaque endroit où on se positionne. On se rend compte à quel point il faut batailler. Je veux dire, dans le cinéma, il y a beaucoup plus de réalisateurs que de réalisatrices. Les choses sont en train de changer et tant mieux. Mais ce n'est pas spécifique au cinéma, parce que... Je veux dire, tous les sujets que je traite sont des sujets qui sont très engagés, qui sont... que ce soit ma pièce de théâtre sur Samuel Paty, Un prince au théâtre avec Bouagila, quand j'ai écrit ce texte pour lui, et qui raconte l'exil, et qui raconte la délocalisation d'une entreprise, donc l'immigration, etc., ou les engagés même. Je veux dire... Mais c'est marrant parce que vous êtes une femme qui racontait beaucoup les hommes, et qui écrivait beaucoup sur les hommes. La pièce que vous écrivez pour Simi Bouagila, la pièce et les livres dont on va parler bien sûr sur Samuel Paty, sur l'histoire de cet homme, sur l'histoire de ce cours, sur l'histoire de cette Mais moi j'aime beaucoup les hommes. Mais ici on aime beaucoup les hommes. J'aime beaucoup les hommes. Ça n'est plus à prouver. Et je suis la maman de 3 hommes, en devenir en tout cas, ou voilà, de 3 garçons. Je ne suis entourée que d'hommes. Je n'ai que des hommes autour de moi. Un mari que j'aime, 3 fils, un ex-mari que j'adore. Donc c'est une vie particulière. C'est ça qui m'intéressait en vous recevant. Alors je ne sais pas si vous connaissez un peu le podcast, mais je crois qu'un petit tour par votre passé est un peu obligatoire pour mieux comprendre la femme que vous êtes aujourd'hui. Vous avez commencé à évoquer un peu votre famille, mais vous êtes née où et vous avez grandi où, Émilie Frèche? Je suis née à Neuilly-sur-Seine et j'ai grandi là-bas. Et est-ce que ça a eu un impact sur vous, ou est-ce qu'au contraire ça n'a jamais été tout à fait votre place, par exemple, de grandir à Neuilly? Je crois que ça n'a jamais tellement été ma place. Enfin, disons que j'ai eu un... Vous êtes né dans quel milieu social, en fait? Dans un milieu très aisé, ouais. Et dans une famille très très patriarcale. Voilà. Ma mère m'a toujours raconté que mon père... qui, je pense, m'aimait beaucoup, avait dit j'ai tout réussi dans ma vie sauf ma fille, je voulais d'un garçon. Parce que vous êtes fille unique? Non, j'ai un frère. Et il voulait 2 fils? J'ai un frère qui est plus jeune que moi. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, avec mon père est né en Algérie. Et donc, voilà, on avait des racines très, très patriarcales. Et c'était... je pense que d'être une fille dans cet environnement-là m'a donné une rage et une colère et un besoin de liberté qui fait que je suis tout le temps en combat sur tout. Quel âge a votre frère? Enfin, combien d'années d'écart plutôt a-t-il avec vous? 4 ans moins que moi. Ok, donc vous avez eu le sentiment vraiment de ne pas avoir été élevé comme lui? Ah bah ça, c'est sûr. Je veux dire, moi, je me levais pour débarrasser la table et lui, il était assis, il avait les... Voilà. Vous le lui avez fait remarquer toute son enfance ou pas? Non, mais j'ai très vite envie de me barrer. Avant de vous barrer, racontez-moi un peu, qui sont vos parents? Ils sont toujours vivants? Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie? Ils sont dans la mode. Ok. Ouais. Tous les deux? Ils travaillent ensemble. Ok, très bien. Votre mère donc, était une femme plutôt soumise à un modèle patriarcal, c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure? Voilà. En tout cas, ok. Et votre père était donc le grand patron de cette famille. C'était une famille, vous le dites, bourgeoise, cultivée, machin, mais donc finalement plutôt rock? Plutôt sur la déco, la mode? Non. Vous traînez pas au musée, on vous emmenez pas au théâtre? Très le produit des années 80, quoi. C'est-à-dire des gens qui... je sais pas comment je pourrais les dire. Je les ai décrits dans plusieurs livres. Hein. Enfin, c'est très inspiré. Les amants du Lutetia sont très inspirés de leur couple. 2 étrangers qui racontent voilà, le rapport impossible entre une fille et son père. C'est très inspiré de mon histoire personnelle. Enfin, les amants du Lutetia, c'est quand même l'histoire d'un couple qui se suicide ensemble, le Lutetia, non? Exactement. J'avais pas tout à fait vu vos parents, moi, voilà. Rapport au fait qu'ils sont encore vivants. Oui. mais dans les livres, on peut tuer ses parents. C'est vrai, c'est l'intérêt du livre, c'est ça. De quoi vous rêviez quand vous étiez enfant, à part de vous barrer? D'écrire.
Vraiment, vraiment d'écrire, d'avoir une vie artistique en tout cas. Voilà, d'avoir cette liberté-là, Mais je par exemple, rêvais d'aventure. La mode, c'est une vie artistique. Ça vous intéressait pas? Mais comme je me suis construit contre... Ah ouais. Mais contre lui, contre elle, contre tout le monde? Ouais, vraiment contre. Okay. J'étais très en colère, en fait. Et vous l'êtes toujours aujourd'hui? Non. Non, parce que j'ai eu cette chance, justement, entre guillemets, de réussir un parcours qui fait que je suis libre. Voilà, cette chance de pouvoir être éditée, de pouvoir réaliser des films, d'écrire pour le théâtre. Je mesure à quel point chaque jour, c'est un luxe inouï aussi. Et quand vous voyez en tant que mère, est-ce que parfois vous retrouvez des choses de votre mère à vous, dans vos attitudes, dans votre façon de gronder vos garçons, si par hasard parfois vous les grondez ou dans... Alors moi, je vous dirais non, mais c'est à eux qu'il faut poser la question. Mais non, parce qu'ils ne savent pas comment était votre mère avec vous. Non, mais je crois que... Non, ils retrouvent plus quand je m'énerve vraiment mon père, plus que ma mère. Donc vous êtes contre, mais finalement, vous avez quand même pris des choses de... Forcément. Qu'est-ce que vous avez pris d'ailleurs comme défaut de vos parents? Est-ce qu'il y en a quand même qui, malgré tout, sont arrivés jusqu'à vous? Les défauts? Ouais. Oui, plein, bien sûr. Je pense l'impatience. Ok. Très grande impatience. Peut-être pour certains une certaine forme d'égoïsme, ouais. Mais que je considère absolument nécessaire pour être toutes ces femmes à la fois. On ne peut pas l'être sans avoir une dose énorme d'égoïsme, enfin une dose, pas énorme, je veux dire une dose minimale d'égoïsme. Voilà, après je pense que j'ai aussi pris de leurs qualités qui m'ont donné plein de choses. Voilà, un rapport à l'esthétisme, au beau, à la question du beau, qui est quand même quelque chose qui est pour moi très important. Vous avez lu le livre de Rudy Ricciotti, L'exil de la beauté? Non. C'est un livre dans lequel l'architecte, donc Rudy Ricciotti, raconte que à force de ne plus faire attention à ce qui est beau, à force de laisser le moche envahir nos salons, remplacer nos chaussures, je pense aux Crocs, j'ai un vrai problème avec les gens qui portent des Crocs, et ben finalement les choses jolies s'en vont petit à petit, tout doucement, sans faire de bruit, et on se retrouve avec des immeubles immondes, des chaussures immondes aux pieds, et voilà, et du lait, quoi, du lait partout. Ouais, bah, la question du beau, je trouve que c'est, en tout cas dans ma vie intime, dans ma vie privée, c'est quelque chose qui est pour moi essentiel, et ça, c'est d'eux que je le tiens. Voilà. C'est quoi votre Madeleine de Proust? Ma Madeleine de Proust, les coca. Les bonbons ou les boissons? Ah, des chaussons. Au poivron et à la tomate. Voilà, farcis à la chouchouka que me faisait ma grand-mère et que je fais à mes enfants. Je vous vois avec des grands yeux. Mais parce que c'est... En fait, voilà, je réalise que c'est aussi ma Madeleine de Proust. Ouais. Et alors, à quoi ça ressemblait les fêtes de famille chez vous? Ça se trouve, on a la même famille, on va le découvrir là. Alors, c'était très succinct. Mes parents sont juifs, mais très, très laïques et très libéraux et pas du tout traditionnalistes. Donc, on faisait rien, quoi. On était des juifs de Kippour. Moi, je me souviens que j'avais une nouvelle tenue le jour de Kippour et à 19h30, on allait devant la synagogue, on était dehors parce qu'on n'avait pas de place, parce qu'on n'y allait jamais, pour écouter le chauffard. C'est vraiment les souvenirs d'enfance que j'ai. Et vous, quand je vous parle fête de famille, tout de suite, néanmoins, vous faites les fêtes juives, les grandes fêtes juives, donc j'imagine qu'il pourrait Pessard, quoi. Même pas Pessard. Même pas Pessard. Ouais. Mais par exemple, les dimanches, les déjeuners du dimanche, je sais pas. Il n'y avait pas de fête de famille parce que mes parents étaient fâchés avec leurs frères et sœurs. Ah ouais. Voilà. Avec qui je ne suis pas fâchée aujourd'hui, moi, que je vois, mais voilà. Ok. Mais ils étaient très festifs. Donc il y avait des déjeuners, il y avait des rognons au vinaigre, je me souviens, ou des rognons à la moutarde. C'est vrai que tout de suite, c'est assez festif, le rognon au vinaigre. Non, mais c'était un là, moment. Là, vous avez su vendre ça. Le déjeuner du dimanche, c'était vraiment... voilà, et puis il y avait souvent des dîners, il y avait beaucoup de fêtes. Ils avaient une jolie maison dans le sud de la France, et donc ils faisaient souvent des fêtes. Enfin, c'était des gens très joyeux. Ils ne le sont plus aujourd'hui? Je pense que si, mais on ne se voit pas beaucoup. À quel âge vous êtes partie? Alors, je sais que vous êtes partie vivre à New York, par exemple, mais vous n'êtes peut-être pas partie directement de la maison à New York. Non, j'ai commencé mes études de droit. J'ai tenté le concours de Sciences Po. Je l'ai raté en partie à cause de l'anglais. Et j'ai supplié mes parents de m'envoyer aux États-Unis. Et ils ont tout de suite été pour, d'ailleurs. Hein. Ils étaient, voilà. Donc, je suis partie à New York. J'ai trouvé un stage au service culturel de l'ambassade de France. Et j'étudiais le cinéma à NYU, en candidat libre. Et j'ai passé une année extraordinaire.
Et je pense que ça fait partie aussi des choses qui m'ont complètement... le fait de vivre seul, de vivre loin, ça a été une bouffée d'oxygène extraordinaire. Et je me souviens que j'avalais un film par jour et j'avais un besoin de culture, j'avais envie d'être artiste, quoi, en fait. J'avais envie de trouver ma place dans le monde. J'avais passé une adolescence très compliquée avec beaucoup de conflits. J'avais fait des crises d'épilepsie. J'étais pas très en forme. Et le fait de partir à New York m'a complètement ouvert tous les chakras. Un jour, vous avez dit, il y avait cette chose très américaine que j'aime profondément, c'est l'idée que tout peut recommencer là-bas tout le temps. Je me souviens, là-bas, je peignais, j'écrivais, je faisais Vous pouviez de la photo. Recommencer tout le temps, quoi. Voilà, j'avais l'impression que tout allait démarrer pour moi, là, à cet endroit-là, quoi. Quelle place l'Amérique a-t-elle dans votre cœur aujourd'hui ? Est-ce que c'est encore un refuge, en tout cas symbolique ? Est-ce que c'est encore un endroit où vous pensez que tout peut recommencer ? Ah non, pas du tout. Et vraiment, j'ai pas du tout envie d'y aller. J'ai passé un peu de temps à New York et Los Angeles. Bon, très peu de temps, hein, mais à la fin de l'été dernier, ça m'a pas du tout donné envie de... Qu'est-ce qui vous a pas plu ? D'y retourner. Le monde, le bruit, la distance, les bagnoles... Enfin, tout ce qui était déjà New York avant, hein. Ouais, le monde, le bruit. Voilà, mais je trouve que ça va plus du tout avec l'époque, en fait. Cette surconsommation, voilà, c'est permanente, cette sollicitation, cette violence aussi, cette culture, enfin, cette culture du fantasme, parce que c'est ça. En fait, on pense beaucoup. J'ai beaucoup pensé à Pérec. En allant à New York, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce livre génial que j'adore, qui s'appelle Les Choses, et qui est l'histoire de ce couple dans les années 60 qui arpente les rues de Paris, et en fait, ils sont confrontés à ces vitrines de choses qu'ils rêveraient de posséder, ils n'y arrivent pas, et donc c'est assez cauchemardesque. Et je trouve que New York est devenu très, très comme ça, quoi. Le moindre café vaut une fortune. C'était génial d'y être. Je me suis éclatée. Ça m'a vraiment construite. Mais j'aurais pas du tout envie d'y retourner pour y vivre. Et est-ce qu'en tant que femme, néanmoins, vous vous dites que cette société américaine vous a marqué quelque part et a fait quand même de vous une femme un peu différente, un peu... Est-ce que ça vous a quand même donné un peu des ailes encore supplémentaires ? J'ai beaucoup voyagé quand j'étais jeune. J'ai fait toute l'Europe de l'Est avec mon sac à dos, etc. Ça m'a autant formée que de partir à New York. Je pense vous n'aviez pas peur de partir seule ? Non, j'adorais ça. J'adorais ça. Et je pense que c'est... J'ai longtemps dit que mon verbe préféré, c'était le verbe partir. Et j'adore ce sentiment, en revanche, d'être étrangère dans un endroit. Parce que je trouve qu'on fait un pas de côté et on a une distance qui rend tout à la fois plus léger et qui permet une analyse plus profonde. Donc j'adore ce sentiment. En fait, je me rends compte que dès que je rentre dans un groupe, dès que je peux appartenir à une famille, quelle qu'elle soit, il y a quelque chose, c'est marrant, d'appartenir à une famille. Il y a quelque chose chez moi qui se met en place pour tout de suite en ressortir. Et donc, c'est vrai que j'ai toujours ce fantasme de me dire on s'en va. Et alors, si c'était... On se réinvente. Si c'était votre verbe préféré, partir, c'est quoi votre verbe préféré aujourd'hui ? Aimer. Mais pour aimer les gens, il faut les avoir près de soi quand même, un petit peu. Ouais. Enfin, il faut peut-être construire une famille. Mais moi, je pars avec avec votre tribu ? Avec ma caravane, ouais. Quand est-ce que vous avez compris que vous alliez vraiment écrire ? Vous aviez quel âge ? Quand vous me dites, dès l'enfant, j'avais envie d'écrire. Ce qui est marrant, c'est que les gens qui m'ont connue et qu'on interroge parfois jeunes disent « Mais tu écrivais tout le temps, tu avais un cahier sur toi, tu étais au café toute la journée, tu écrivais, etc. » J'en ai pas vraiment le souvenir. J'avais plus le besoin de dire des choses, quel que soit le médium. Et Donc c'était de l'écriture comme une urgence ? Ou c'était où vous racontiez des petites histoires mignonnes ? Ça a commencé comment ? C'était jamais mignon. C'est jamais mignon avec vous, on est d'accord ? Non, non, c'était pas des histoires mignonnes. Non, c'était... vous l'avez dit au tout début, c'était dire des choses des choses que les gens n'ont pas envie d'entendre. C'est-à-dire que vous, dans vos romans, il y a toujours ce tissage entre le personnel, le sociétal, le politique. Vous écrivez pour réparer,
Vous écrivez aussi pour expliquer, vous écrivez aussi pour résister. Ça doit être épuisant, une journée d'écriture avec vous, quand même. Je suis Franchement, épuisée. c'est sûr. Et plus j'avance, plus c'est dur d'écrire. En tout cas, l'écriture du roman, c'est le doute permanent, c'est la réécriture permanente. Mais oui, c'est-à-dire qu'il faut que ça réponde à une nécessité absolue, l'écriture. Où s'arrête le roman pour vous? Où commence le récit? Parce que quand vous écrivez, là, par exemple, sur Samuel Paty ou sur Ilan Halimi ou sur... Ça, c'est autre chose. Ça, c'est du récit. Il n'y a pas de roman. Il n'y a pas de roman. Mais ce que je préfère, c'est le roman. Je trouve qu'il n'y a pas un endroit où on puisse raconter aussi bien les hommes et les femmes que dans le roman et parler de tous les sujets, des sujets éminemment politiques, mais en les ramenant à l'échelle de l'individu. Est-ce qu'il y a néanmoins des sujets que vous ne vous autorisez pas encore dans vos romans? Est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous gardez pour plus tard? Non. C'est quoi le sujet du prochain roman? Le grand thème? C'est les femmes. Donc un film sur l'avortement et un roman? C'est combien et comment les femmes souffrent de leur rapport aux hommes, en fait. Et je pense que j'ai été très marquée au procès Paty par une femme qui est la maman d'un des accusés et j'ai suivi le procès pour Le Point et d'ailleurs un de mes articles lui est consacré et cette mère était là pour défendre son fils, enfin en tout cas pour livrer son témoignage et elle m'a complètement bouleversée et je pense très très souvent à elle parce que ce qui lui est arrivé est terrible. Voilà, son fils s'est retrouvé les 2 derniers jours embringué avec le terroriste et il a été jugé coupable de complicité d'assassinat terroriste et il a pris 16 ans de réclusion criminelle. Évidemment, je me suis identifiée en tant que maman à cette mère. Voilà, donc c'est un récit qui tournera peut-être, enfin un roman qui tournera autour de cela, autour de la journée des femmes. Autour des femmes qui sont aussi exclues de ces journées de marche, parce que c'est autant de choses qui m'a beaucoup mise en colère, qui m'a plongée dans une incompréhension totale. Voilà, ça c'est la situation post-7 octobre. Alors, avant le 7 octobre, il y a eu l'affaire Ilan Halimi et le silence autour de cette affaire que vous avez probablement vécu un peu comme un abandon. Vous avez reposté récemment votre passage chez Thierry Ardisson pour parler de l'affaire et du livre. C'est édifiant de vous voir être obligé de jouer des coudes. 1, pour vous imposer, pour qu'on vous laisse parler, et 2, de vous voir réexpliquer ce qui devrait être su de tous et qui n'a l'air d'être su de personne parce qu'en fait, ça n'intéresse personne. Comment vous en êtes arrivé à avoir envie de porter la voix d'Ilan Halimi? Quand j'ai vu la photo du gang des barbares, je me souviens très bien avoir vu cette photo. C'était pas tant que la victime soit un juif que de voir une photo pour une pub Benetton. En fait, ils avaient exactement le même âge qu'Ilan. Il y avait une diversité. Donc c'était vraiment... c'était la même image que l'équipe de France de la Coupe du Monde 98. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. Ils s'allient pour choisir un môme de leur âge, d'aller le cibler parce qu'il est juif, en pensant que les juifs sont riches. C'est-à-dire que la France dans laquelle j'ai grandi, elle est enterrée avec Ilan Halimi. Et c'est ça qui m'a donné envie d'écrire. Donc j'ai écrit un texte assez rapidement qui s'appelait « La mort d'un pote », en référence à, évidemment, au Touche pas à mon pote de la génération SOS. C'est par ce livre que j'ai rencontré la maman d'Ilan, et on a écrit ensemble 24 jours. Qui est devenu ensuite un film. Qui est devenu un film dont j'ai signé le scénario. Enfin, co-signé le scénario. Et puis donc là, plus récemment, alors vous avez suivi le procès Samuel Paty, mais vous avez écrit 2 versions, 2 histoires, la véritable histoire de Samuel Paty, mais vraiment en 2 versions. L'une qui raconte l'homme, que vous avez écrite avec Mickaël... Non, celle qui raconte l'homme, vous l'avez écrite seule, et le cours, vous l'avez écrite avec Mickaël Paty, la sœur. Alors en réalité... de de la même manière qu'avec Ilan, en fait, j'étais complètement happée par cette histoire, par Samuel Paty. J'ai lu tout ce que j'ai pu trouver dessus, etc. Et très vite,
est venue l'idée d'écrire une pièce de théâtre. J'ai pas beaucoup écrit pour le théâtre, mais en l'analysant a posteriori, je pense que il fallait que je lui rende son corps et sa voix, en fait. Et que la seule manière qui m'était offerte de le faire, c'était par le théâtre, puisque chaque soir, ce professeur revit incarné par un acteur. Mais j'avais un peu les jetons, en fait, d'écrire cette pièce. C'était comme ça, c'était un peu... voilà. Et puis je me suis dit, bon, je vais l'écrire, et puis si c'est pas bien, je la laisserai dans un tiroir. J'avais une appréhension vis-à-vis de la famille. J'avais une appréhension aussi, parce que le sujet est quand même... pas simple. Et puis finalement, je l'écris, je la fais lire à mon agent et elle me dit, mais il faut que tu la montes, etc. Et donc, Charles Berling en a donné une lecture au Théâtre Libre. Et donc, quand j'ai su qu'il allait avoir une lecture, je me suis dit, il faut absolument que la famille le lise. Et à l'époque, il n'y avait que Michael Paty qui s'exprimait dans les médias. Donc je suis allée au théâtre où un soir, au théâtre de l'Œuvre, elle faisait une soirée en hommage pour le 3e anniversaire de la mort de son frère. Et voilà. Et je la rencontre. Et au début, elle est assez bouleversée par le texte, je pense, parce que c'était la première œuvre de fiction, et donc où son frère était incarné. Donc, on commence vraiment à se rencontrer. Et je lui dis, mais peut-être que tu peux me donner des documents pour que je les mette à la fin du livre. Et puis, de fil en aiguille, je lui ai proposé de faire le cours de Monsieur Paty. Parce que je me suis très vite rendu compte qu'en fait, personne ne savait plus pourquoi cet homme était mort. Enfin, quel était le contenu de son cours, quoi. Et ça, c'est la stratégie des islamistes, en fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça devient un islamophobe, enfin, c'est le terme qu'ils emploient. Tout d'un coup, il a imposé des caricatures, il a mis des musulmans dehors de sa salle, ce qui n'était pas du tout le cas. Donc, encore une fois, c'est revenir à la vérité. C'est rétablir la vérité. C'est exactement ça, c'est rétablir la vérité. Et voilà. Vous êtes engagé vraiment très fort pour une république laïque, et moi, je vous en remercie. C'est extrêmement important pour moi, et j'y pense tous les jours. Vous êtes ferme sur vos principes. Néanmoins, vous devez être assez inquiète, là, de ce qui se passe dans le débat public, parce que Samuel Paty, ça a été le début d'une escalade dont on ne voit pas la fin. Je veux dire, je suis très inquiète, ouais. Je suis très inquiète parce que d'abord, d'ailleurs, je remercie tous les enseignants qui m'ont beaucoup portée pendant le procès, qui ont suivi mes comptes rendus. Et j'ai été aussi une boîte restante pour beaucoup d'entre eux qui m'ont envoyé des mots en me racontant leur histoire personnelle. Et ce sentiment d'abandon, cette peur, les coups d'épée aussi portés à nos principes républicains. Voilà. Mais surtout, vous avez beau raconter la vérité de ce qui s'est passé, les gens continuent à dire que ce n'est pas vrai. Bah oui, mais c'est mais parce que la réalité, elle est trop dure, en fait. Les gens, ils ne veulent pas l'entendre. Parce que ça réclame de s'engager collectivement. Ça réclame de dire non, de dire stop. Donc on a peur d'être pris pour un raciste. On a peur. Moi, j'ai pas peur de ça. Je veux dire, je sais que je suis pas raciste, quoi. Je sais que si je défends des principes qui sont les principes de la République, les principes de laïcité, c'est pour qu'on puisse tous vivre ensemble dans un espace commun où justement il n'y a pas de... Enfin voilà. Et c'est ce que j'écrivais dans certains des articles, c'est-à-dire que au lieu de nous empêcher de défendre nos principes républicains, luttons contre le vrai racisme anti-musulman qui existe dans ce pays. C'est-à-dire contre le délit de faciès, la discrimination à l'embauche, la discrimination au logement. On ne va pas se mentir, ça existe. Ça existe, très évidemment. Clairement, bien sûr. Quelles sont les politiques publiques qui sont mises en place pour ça ? Ah, c'est sûr, c'est plus facile et ça demande moins d'argent d'empêcher juste des gens qui sont attachés aux principes de laïcité, de république, etc., de leur dire « vous êtes islamophobe ». Ben non, en fait. Vous avez quand même le sentiment un peu d'être une vigie ou pas du tout ? Non, enfin... Bah si, vous l'êtes quand même. Non mais franchement, Émilie, c'est aussi pour ça que je vous invite. Parce que de la même façon que j'ai reçu Raphaël Enthoven, parce que j'ai aussi le sentiment, ou que j'ai reçu Richard Malka dans Tant qu'il y aura des hommes, parce qu'il y a des gens qui se lèvent le matin et qui se disent « moi, je vais faire en sorte que la laïcité est encore un jour de vie et de survie. Et que la République est encore des valeurs et des principes. » Je veux dire, ça fait partie de vous. Ouais, mais je le fais pas avec cette conscience-là d'être quelqu'un ou quelque chose. C'est-à-dire que je me dis... Mais vous le faites pour les autres. J'écris le professeur parce que c'est un truc d'injustice, en fait. Ça me rend folle. Ça me rend folle que
qu'il ait pu mourir dans ces conditions et qu'on ne connaisse pas la vérité, quoi. Là, elle va être montée la pièce avec Carole Bouquet dans une mise en scène de Muriel Mayette, donc je suis vraiment hyper contente. La première sera le 30 juin aux arènes de Cimiez, dans les arènes de Cimiez à côté de Nice, et ensuite elle vient à Paris à la Scala. Donc je suis vraiment très contente, et l'idée de me dire qu'il y a peut-être des professeurs qui vont emmener leurs élèves, c'est génial. Voilà, je vais dans les collèges, là, je vais à Palaiseau, dans un collège en juin, pour aller parler du procès Paty avec des élèves. Bon, oui, mais c'est après coup que je me dis, ah ouais, j'ai fait ça, voilà, je préside le prix Ilan Halimi. Donc oui, mais donc en oui, amont, vous êtes un peu une vigie quand même. mais en amont, je n'ai pas forcément cette conscience-là. C'est parce que aussi, je répète, c'est que ça me plaît aussi. Ouais. J'entends. Voilà, j'aime ça. Il se trouve que vous partagez votre vie avec un homme à qui s'appelait aussi, il s'appelle Jérôme Guedj, c'est un député tout à fait engagé, souvent en première ligne, même toujours en première ligne. Quand il part rejoindre des manifestations, régulièrement, là, on l'a vu être insulté, sifflé. C'est absolument intolérable et ça devrait nous rendre collectivement complètement dingues. Ça n'est pas le cas et on le regrette encore. Est-ce que vous avez peur pour lui parfois ? Ouais. Parce que ça devient quand même très très violent. Ça devient hyper violent, et ce que j'ai vécu à côté de lui dans la campagne législative, la deuxième, c'était des attaques. Il est désigné comme sioniste, par une frange qui est très limitée, mais c'est une violence à laquelle il a jamais été confronté. Enfin, je ne vais pas parler en son nom, mais c'est pas quelqu'un qui c'est pas quelqu'un qui a peur, c'est pas quelqu'un qui a le sentiment qu'il est particulièrement visé. Les gens sont plutôt très gentils avec lui dans la rue. Et justement, c'est ce que vous dites, beaucoup de gens le remercient de faire vivre ses valeurs. C'est 99% des gens. Donc ça, c'est quand même super rassurant, quoi. Vraiment rassurant. Mais quand on parle de Jérôme Guedj, beaucoup de gens disent ah ouais, c'est un type courageux. C'est un type courageux qui a des valeurs, c'est un type courageux. Sauf que dans ces manifs-là, en fait, c'est pas les 99% qui viennent l'entourer pour le protéger, quoi. C'est le 1% qui vient lui cracher au visage qu'il est sioniste ou qu'il n'a rien à faire dans cette manif. Oui, mais vous voyez... Comment on construit un couple quand chacun se bat sur des sujets quand même... Vous êtes relativement exposés. Il suffit de pas grand-chose, quoi, pour tout d'un coup prendre une vague, un shitstorm ou un... on s'est rencontrés sur ça. Hein. Ah ouais ? Vous vous êtes rencontrés comment ? La première fois qu'on s'est rencontrés, c'est dans des conditions atroces. On s'est rencontrés le 13 février, le jour anniversaire de la mort d'Ilan Halimi, sur le bord de la voie de chemin de fer à Sainte-Geneviève-des-Bois, où son corps a été retrouvé. En fait, Jérôme m'avait contacté il avait monté un prix Ilan Halimi en Essonne, et il m'avait contacté pour faire partie du jury. Et donc, avant la remise de prix, il y avait cette cérémonie en hommage sur la voie de chemin de fer. Et donc, la première fois que je le vois, c'est là, avec son écharpe tricolore. Voilà. Et voilà. Et il pleuvait beaucoup, et sa voiture et la voiture dans laquelle j'étais était enlisée, et donc je suis montée dans sa voiture. Voilà. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et c'est comme ça que tout a commencé. Voilà. Donc on s'est rencontrés sur cette question-là, et c'est vrai que... Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, à vos yeux, en tout cas ? L'honnêteté et l'intelligence. Ça, sont deux qualités nécessaires pour vous séduire ? En tout cas, je parlais de la politique, là. Non, c'est pas suffisant. Mais en tout cas, politiquement, je trouve que ça manque tellement. Et que lui, il a ça. Mais bon, et en tant qu'homme, oublions le politique, en tant qu'homme, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres ? Qu'est-ce qu'il a fait qu'il a réussi à vous séduire dans cette voiture ? La douceur. C'est un homme doux. Qui sont les autres hommes qui ont compté dans votre vie ? Le père de mes enfants. Mmh. Et qui a une place très importante. Et voilà, qui fait partie de moi, de ma famille, et qui est un papa extra. Et sans qui, sans doute, je n'aurais pas pu continuer à écrire. Parce que je l'ai rencontré très jeune, j'avais 21 ans, et il m'a apporté cette sécurité émotionnelle dont je crois que j'avais vraiment besoin, et qui m'a donné cette liberté extraordinaire pour pouvoir écrire, en fait. Et c'est pas simplement pour pouvoir écrire, c'est pour pouvoir écrire et à la fois me réparer en construisant une famille.
Et ça, c'était très difficile de faire les deux en même temps. Je pense que je n'aurais pas eu cette possibilité. Et sans famille, je ne sais pas si j'aurais eu la force d'écrire. Vous voyez ? Donc, qui m'offre ce théâtre-là. Est-ce qu'il y a d'autres hommes qui ont fait partie de votre construction ? Des hommes importants, des profs, des metteurs en scène, des acteurs, j'en sais rien, moi. Vous qui adorez les hommes. Mon père, par sa grande dureté, et puis aujourd'hui par son absence. Ça fait du bruit, l'absence ? Ah ouais, beaucoup. Ouais. Qu'est-ce que vous feriez si vous passiez une journée dans la peau d'un homme ? Dites-moi la vérité. Je vais dire un truc complètement con. Vous avez dit quoi ? Genre pipi dans la rue. C'est fou, hein ? Tout de suite, on pense à ça. Un petit plaisir, mais vraiment... Ok. Pipi contre un arbre. Je vous laisse la maternité de cette réponse, il n'y a aucun problème. Non, mais parce qu'il y a tellement rien qui me semble interdit en tant que femme que vraiment, j'aurais pas du tout envie d'être un homme. Vous choisiriez d'être quel homme déjà pendant une journée ? Parce qu'en fait, si. Moi, quand j'y pense, je me dis quand même que si on choisit un personnage très grand, très costaud, on peut aller péter des gueules. Moi, c'est un truc qui me manque, par exemple. Techniquement, je ne peux pas aller péter des gueules. Ça pourrait me venir d'avoir envie de ça. Mais ça peut être autre chose. On pourrait décider d'être un intellectuel avec des petites lunettes et de passer une journée au flore. Un chirurgien qui sauve des vies. Voilà. Voilà. Ouais, donc vous choisiriez un homme chirurgien qui sauve des vies. Ouais. Ok, super, très bien. Vous êtes mère, vous avez donc 3 garçons. Quel âge ont-ils les garçons aujourd'hui ? Bientôt 22, 18 et bientôt 15. Ça a été une évidence pour vous d'être mère ou ça a été un chemin un peu compliqué ? Totalement évident. Ah là là, mais j'aurais pu en faire 6, quoi. Pourquoi vous n'avez pas fait 6 ? La vie. Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre absolument à vos garçons ? C'est dur de ne pas dire quelque chose de banal. Après pipi contre un mur. Ouais, c'est ça. Je crois d'être ensemble. Ils sont proches ? Je crois, et d'être libre, bien sûr, évidemment. D'être libre. Qu'est-ce qu'il faut pour être libre ? Qu'est-ce que ça demande nécessairement ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, de l'égoïsme, de la foi en soi et de la confiance. Ça s'apprend, ça ? Et d'avoir été très aimé aussi. Très, très aimé. Voilà. Moi, c'est mon... J'estime que c'est mon premier job, en tout cas. De les aimer très fort ? Ouais, de les aimer très fort, de leur donner confiance, de les accompagner. De leur donner confiance et d'avoir confiance en eux. J'ai très, très confiance en eux. En ce qu'ils sont humainement, quoi. Et alors, de quoi avez-vous le plus peur les concernant ? Est-ce que vous craignez que la génération de vos enfants soit une génération qui manquera peut-être de connaissances et donc de courage ? J'ai peur pour eux parce qu'ils sont juifs. Ça, vous y pensez ? Ouais. Si je suis honnête avec vous, oui. Oui, parce que la recrudescence des manifestations antisémites sont quotidiennes. Je veux dire, j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas bien compte. J'ai un fils de 18 ans qui est rentré pas plus tard qu'hier et qui m'a expliqué qu'un de ses copains avait une Magen David et qu'il avait été arrêté dans la rue par une bande de jeunes qui lui avait demandé s'il était juif. Il a dit oui. Est-ce que tu es sioniste ? Non. Bon, ben c'est bon, alors tu peux partir. Il est rentré chez lui et il a enlevé sa Magen David. J'ai le mois dernier mon fils qui revient d'une semaine à l'UCPA et ils ont fait des jeux en équipe et une des équipes s'est baptisée Arracheur de Kippa. Et donc, si vous voulez, cet antisémitisme d'atmosphère, évidemment, nous fait suffoquer. C'est très difficile d'être léger. Voilà. Je ne dis pas forcément qu'on se sent en danger, mais en tout cas d'avoir cette légèreté. Alors vous leur dites quoi à vos fils ? S'ils sont arrêtés dans la rue par un groupe qui leur demande s'ils sont juifs et s'ils sont sionistes
Est-ce qu'il faut mentir pour se protéger? Est-ce qu'il faut aller au bout de ses idées? Je ne sais pas si vos enfants sont sionistes, là n'est pas ma question, mais vous leur dites quoi? De la jouer profil bas, de garder les yeux en l'air quand même, Je leur dis de faire attention à eux et qu'il y a des gens qui les détestent pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils sont. Et pour ce qu'on leur a transmis même. Ils n'ont même pas choisi d'être ça. Vos enfants sont juifs parce que vous l'êtes. Mais c'est cette histoire-là qui est la leur. Et est-ce qu'ils ont peur pour vous en tant que femme juive? Je sais pas. Ils vous en ont jamais parlé? Vous avez évoqué le 7 octobre tout à l'heure. Est-ce qu'après le 7 octobre, ils ont eu peur pour vous en tant que femme? Non, je crois pas. Non. Souvent, vous avez parlé de tenir. Tenir, il faut tenir. Est-ce que c'est aussi ce que vous leur apprenez? Qu'il va falloir tenir là, dans les prochaines années? Oui, tenir, être mobile, faire attention à soi. Et en même temps, je veux dire, je les ai élevés dans une ouverture d'esprit absolue, à fréquenter tout le monde, à être curieux, à voyager, voilà, ils ont une fibre artistique assez forte. Ils se destinent à des métiers qui sont artistiques. Donc, c'est à l'opposé des valeurs que je leur ai transmises et de ce que je suis profondément. Je veux dire, ils m'ont accompagnée sur mon tournage quand j'ai parlé des exilés, du sauvetage des exilés en montagne. Donc, ils savent mon engagement aussi pour des gens qui ne me ressemblent pas. Je veux dire, je ne suis pas que engagée sur la question de l'antisémitisme. Donc, je veux dire, sur l'engagement sur le droit des exilés, sur les migrants, etc., ils l'ont suivi aussi de près. Et j'ai pas envie de changer ça aussi, parce que cet humanisme-là, il m'est très cher, il est important, etc. Mais je peux pas être dans le déni de la réalité non plus. Merci pour ça. Émilie Frèche, c'est quoi pour vous la beauté sans transition? Eh ouais, c'est comme ça en tant qu'il y aura des femmes. En plus, j'ai promis aux gens qu'on allait aussi parler chiffon. Non, on va pas parler chiffon, mais on a parlé du beau tout à l'heure. Vous avez dit que le beau, c'était très important. J'ai un fils qui est dans la mode. Bon. Mais alors, c'est quoi pour vous la beauté vraiment? Est-ce que vous vous sentez belle, par exemple, aujourd'hui? Mais moi, je me sens jamais être très belle. Okay. Enfin, c'est pas... Voilà. Non, ça a été comme ça toute votre vie? Ou il y a eu des moments où vous vous êtes sentie très belle, très... Non, je me sens pas très belle. Mais, okay. Mais ce qui est l'intérieur, beaucoup... la déco, l'archi, les fleurs, la bouffe. Mais la beauté, voilà. La vraie beauté chez les gens, par exemple. Qu'est-ce qui fait que vous trouvez... qu'est-ce qui rend une femme belle à vos yeux? Alors, pour le coup, je pense... C'est pas forcément les femmes, mais c'est les hommes et les femmes. La gentillesse. La gentillesse, ça rend beau? Ah ouais, pour moi, c'est essentiel. Est-ce qu'on vous faisait sentir, quand vous étiez petite fille, que l'apparence, pour les femmes, ça comptait quand même pas mal? Énormément. Et ça crée quoi chez vous? Beaucoup de complexes. Et hop, une petite rasade d'eau. Je le précise, ça n'est que de l'eau. beaucoup de complexes. Vous avez peur de vieillir? Si vous voulez, c'est une normalité. Enfin, c'était très, très difficile de me départir de ce que je pensais être la normalité. En fait, c'était des dictates qui sont insupportables. Une dictature du physique. De la minceur, et je dirais même de la maigreur, de répondre à des codes, à des... Mais jusqu'à chez vous, c'est-à-dire dans votre maison, il y avait ça? À table, on regardait ce que vous mangiez, par exemple? Ouais. Et donc ça pour moi à table. Mais bon, en même temps, j'ai pas l'impression d'avoir été une enfant maltraitée non plus. Il y a eu plein de moments où j'étais hyper heureuse, où tout allait bien, etc. Mais il y avait un rapport au corps de la femme, à l'esthétique, au poids, à la silhouette, qui était... Mais je crois que je le raconte dans un de mes livres. Je suis partie à l'âge de 16 ans dans un camp pour obèses. Quoi? Aux États-Unis, ouais. J'ai demandé à mes parents à partir dans un camp pour obèses parce que voilà. Vous voyez obèse? Je voulais maigrir, quoi. Et j'avais une copine. Et ils ont dit oui? Et ils m'ont dit oui. Et donc, aujourd'hui, je me projette. C'est stupéfiant, quand même. Et je me dis, mais si un de mes fils me demandait de partir dans un camp pour obèses, ça me paraîtrait complètement dingue. Mais déjà, le camp pour obèses, normalement, devrait dire non. J'étais comme ça, voilà. Et donc, je suis partie dans le New Jersey 1 mois dans un camp pour obèses. Alors, c'était affreux parce que j'avais le droit à 2 rations et quand les autres, ils perdaient 5 kilos par semaine, moi, je perdais 200 grammes. Donc, j'étais déprimée. Mais voilà.
Voilà, mais ça m'a pas plus traumatisée que ça. Je dis pas c'est comme oh là là, j'ai eu une enfance horrible, pas du tout. Mais c'est cette réalité-là quand même que j'ai vécue en tant que jeune fille. À qui devez-vous beaucoup ? À moi-même. Quel livre avez-vous le plus offert ? Beaucoup Lettres AD. Qu'est-ce qui vous rend heureuse sans effort ? Nager. Est-ce que vous avez un rituel pour écrire ? Un café tôt le matin. Quel a été le plus beau jour de votre vie ? Je vais dire la naissance de mes enfants, mais de mon premier enfant, ce sentiment incroyable, animal, de sentir son enfant sortir de soi. Voilà, sans doute. Quel défaut chez les autres vous attendriez un petit peu ? Le mauvais goût. Pour quelqu'un qui aime le beau, c'est gentil. Est-ce que quelqu'un vous manque ? Non. Qu'avez-vous commencé que vous n'avez jamais terminé ? Une BD. Laquelle ? Sur le monde de l'édition. Voilà, les pérégrinations d'une autrice. Sur le rapport entre la réalité et la fiction, justement. Que vous reste-t-il à apprendre ? Tellement de choses. Tout enfin, si Dieu existe, Émilie, qu'aimeriez-vous qu'il vous dise en vous voyant arriver le plus tard possible, bien sûr ? C'est pas mal. C'est pas si mal. Merci infiniment, Émilie Fraiche, pour ce moment passé ensemble. Merci pour le combat. Merci pour la loyauté. Les mots de la fin vous reviennent. Alors, je commence cette phrase et c'est vous qui allez la terminer. Alors, tant qu'il y aura des femmes, il y aura de la vie. Merci beaucoup. Portez-vous bien et bonne piscine. Merci. Tant qu'il y aura